Nous avons étudié l'amplificateur dont le gain ne dépend absolument pas de la fréquence. Donc on avait vu qu'en utilisant des résistances comme contre-réaction, le gain d'un amplificateur opérationnel est une relation linéaire entre la sortie et l'entrée et qu'il n'y a absolument aucune dépendance entre la fréquence et ce qui va se passer avec le niveau de tension entre l'entrée et la sortie. Nous allons aborder aujourd'hui un autre thème, ça va être que se passe-t-il si les composants qu'on utilise pour contre-réactionner l'amplificateur contiennent par exemple des capacités. Donc on a une capacité et on sait bien que la capacité possède une impédance et que cette impédance dépend de la fréquence. Alors on va voir ce qui va se passer et nous verrons que ceci nous amène à découvrir ce que c'est la fonctionnalité d'un filtre. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'amplificateur opérationnel pour faire du filtrage de fréquences et agir sur le diagramme de Bode qu'on obtient pour décrire la relation entre l'entrée et la sortie et positionner des pôles et des zéros dans ce diagramme de Bode en fonction de la valeur de nos composants. Voici un circuit qu'on appelle l'intégrateur. Ça vous rappelle bien sûr ce que c'est qu'un amplificateur inverseur. Vous avez vu que l'amplificateur inverseur possède une entrée négative connectée à la masse et on a un élément de contre-réaction que dans un amplificateur inverseur ayant un gain indépendant de la fréquence, là on avait posé une résistance. Là on remplace la résistance par une capacité et on garde la résistance qui était ici. Donc on va aborder ça pour analyser ce qui va se passer. Je vous rappelle que le courant d'entrée I va toujours être proportionnel à cette tension V1 divisé par la valeur de la résistance au bord de laquelle je regarde le courant V1. J'observe ce même courant I qui passe dans la capacité. Ah là, ça va changer. Ce courant I, il va être égal à C fois du divisé par dt. Dans le domaine temporel, une capacité lie le courant à la tension à ses bornes par un effet dérivatif de la tension. Et en l'occurrence, cette tension du, c'est la tension V2. Donc la tension V2, c'est celle que je vois ici, exactement ce qu'on avait observé avant. Donc cette tension V2, donc je n'ai qu'à écrire que ce courant I est égal à C fois dV2 sur dt. Eh bien, ce courant I est bien le même courant I qu'on a observé ici, qui relie V1 à R. En analysant ce qu'on voit sur ce schéma et ces quelques relations qui sont écrites là-dessus, eh bien, nous allons tomber sur la chose suivante. Nous allons découvrir que la tension V1 sur R égale moins C dV2 sur dt en effectuant en regardant la valeur de V2 en fonction de V1, forcément, on va tomber sur une relation d'intégrale. Ceci veut dire que votre tension V2 observe ou décrit en temps réel l'intégrale de la tension V1 dt multipliée par 1 sur RC. Et bien sûr, il y a ce signe négatif, toujours dû au fait que la tension V2 est positive dans ce sens-là et le courant I est positif dans ce sens-ci. L'impédance d'entrée reste celle de l'amplificateur inverseur, à savoir Rin égale à R. L'impédance de sortie reste égale à 0 parce qu'elle est assurée par votre amplificateur opérationnel. J'aimerais bien reprendre la même chose, mais analyser ce qui se passe en régime sinusoïdal. Donc en régime sinusoïdal, la capacité, on peut la remplacer par son impédance complexe. Donc au lieu d'écrire la relation temporelle de la capacité qui relie courant à la dérivée de la tension, on va remplacer ça par une impédance ZC, et cette impédance ZC égale 1 sur J oméga C. Pareil pour la résistance R. Cette résistance R, je la remplace par son impédance complexe, ZR, qui est réelle pure et qui est égale à la valeur de la résistance R. On avait analysé le montage inverseur et on avait vu que quand on veut relier la tension de sortie complexe, parce qu'on est avec un régime sinusoïdal, pour une tension sinusoïdale, à la tension d'entrée V1, on avait écrit, on a découvert que c'est un rapport de cette impédance divisé par cette impédance. Alors je vais écrire clairement que c'est l'impédance ZC divisée par l'impédance ZR.
Donc, ceci égale 1 sur J oméga fois R fois C. Donc, je découvre que la relation entre la tension sinusoïdale que j'observe à la sortie par rapport à la tension sinusoïdale que je vois à l'entrée, c'est une fonction de transfert que j'appelle H, je suis dans le monde complexe, qui est égale 1 sur J oméga fois R fois C, que j'écris généralement comme étant 1 sur J oméga sur oméga 0, en notant bien que oméga 0 égale à 1 sur R fois C. Voici le résumé de ce qu'on vient de voir et de ce qu'on vient de calculer. Nous avons une fonction de transfert h de j oméga qui est égale à moins 1 sur j oméga rc. Quand on avait analysé le diagramme de Bode d'une telle fonction, si vous vous souvenez bien, le diagramme de Bode d'une fonction qui est imaginaire pure avec l'imaginaire qui se trouve dans le dénominateur, c'est une pente égale à moins 20 dB par décade, et ceci correspond à l'effet intégrateur pour une tension sinusoïdale. Donc si vous voulez observer une tension sinusoïdale qui est intégrée, vous devez absolument aller là où la pente est égale à moins 20 dB par décade. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout à l'heure, vous verrez que ce genre d'intégrateur, il est toujours utilisé avec une résistance qu'on va poser en parallèle avec la résistance, avec la capacité C, pour avoir un certain gain qu'on appelle un gain DC qui va essayer de créer un plateau dans le diagramme asymptotique là-dessus. Et ceci veut dire que quand j'ai une fonction de ce style-là, la courbe bleue est une valeur constante, après je tombe sur cette pente de moins 20 dB par décade, eh bien il faudra aller au-delà de ce pôle, se placer en tout cas 10 fois supérieur à la valeur du pôle de la fonction de transfert, quelque part ici, pour observer la valeur de l'intégration d'une tension sinusoïdale placée à l'entrée et voir l'intégrale à la sortie. Voici pour reprendre ce que je viens de décrire. J'ai pris mon intégrateur, je vois ma capacité en contre-réaction entre la sortie et l'entrée, et sur la borne négative, et je vois ma résistance R1 qui est la résistance d'entrée de ce montage. J'ai ajouté la résistance R2 en parallèle avec la capacité C. Je vais écrire la fonction de transfert de ceci. Toujours, quand on a affaire à ce genre de montage, nous prenons l'impédance qui est en contre-réaction et nous l'exprimons dans le domaine complexe. Nous faisons pareil avec l'impédance qui se trouve aussi ici, et nous l'exprimons avec son impédance complexe. Donc je vais appeler cette impédance complexe Z2, je vais appeler cette impédance complexe Z1. Et je vais écrire Z2 et Z1. Donc là, l'impédance complexe Z2, c'est une impédance qui est la mise en parallèle de R2 parallèle avec une capacité. Alors je vais écrire 1 sur Z2 pour me faciliter la tâche, qui n'est rien d'autre que 1 sur R2 plus J oméga C. Je simplifie ceci une fois inversé, je vais trouver que c'est 1 R2 divisé par 1 plus J oméga C. Et voici l'impédance Z2 obtenue. L'impédance Z1, c'est très facile, direct je l'obtiens, c'est un réel pur, est égal à la résistance R1. Et maintenant, il suffit que je fasse le rapport entre cette impédance, et j'ajoute un signe négatif devant pour trouver la fonction de transfert H qui est égale à moins Z2 divisé par Z1, et je prends Z2 et Z1 et je vais pouvoir l'écrire égal à moins R2 divisé par R1 qui multiplie 1 sur 1 plus J oméga R fois C. Et là, j'ai oublié une résistance R2 que je rapporte de nouveau devant la capacité R2 qui multiplie J oméga C que j'avais oublié avant. Et voici le résumé de ce qu'on vient d'observer tout à l'heure et dont on vient de calculer, écrit proprement avec l'impédance Z2, l'impédance Z1, la fonction de transfert moins Z2 sur Z1, et nous tombons sur cette relation qui est
un gain clair et net, R2 sur R1. Donc on voit la composante, ou plutôt la valeur qui est comme un inverseur, un amplificateur inverseur, c'est le rapport de R2 divisé par R1 qui multiplie une fonction de transfert 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0, et on remplace oméga 0 par 1 sur R2 fois C, et on l'appelle le pôle de la fonction de transfert. Donc je vais prendre cette fonction de transfert et tracer le diagramme de Bode module de cette fonction de transfert qui est ceci. Je prends la fonction de transfert, je vais pouvoir la diviser en deux. Je prends la partie verte, R2 sur R1, c'est une composante qui ne contient pas de oméga, donc il n'y a pas d'effet de fréquence là-dessus. Je rappelle que le oméga égale à 2 fois pi fois f, donc c'est directement proportionnel, la pulsation est proportionnelle à la fréquence. Donc vous avez R2 sur R1, et vous allez pouvoir dire que j'ai 20 log de 22 de R2 sur R1 rapporté dans un diagramme de Bode pour tenir compte de l'unité décibel. Je reprends la fonction 1 sur j oméga sur oméga 0 qui va me donner dans un diagramme asymptotique quelque chose qui est en bleu, et j'ai le pôle de la fonction de transfert qui se trouve à oméga 0. Donc connaissant la valeur R2 et la valeur de C, je vais rapporter ça sur un point et je vais faire le diagramme de Bode asymptotique. Vous trouvez le diagramme de Bode de cette partie-là, en bleu, diagramme asymptotique, et vous trouvez le gain indépendant de la fréquence qui est dans la partie verte qui est ici. Et j'effectue l'addition de cette courbe avec cette courbe-là, et je vois la courbe qui est en rouge, qui correspond à la somme des deux, et le diagramme de Bode qu'on aurait mesuré, il passera à 3 décibels par rapport à ce point. Donc il y a moins 3 décibels entre le diagramme asymptotique et le diagramme qu'on aurait mesuré. Et c'est ce qu'on va aller faire dans un laboratoire pour tenir compte de les points rapportés et les points qu'on aurait tracés avec un diagramme de Bode asymptotique. On appelle ceci filtre passe-bas. Facile à comprendre ce que ça veut dire. Nous reconnaissons une pulsation oméga 0 qui est égale à 2 fois pi fois f0. Donc f0 c'est une fréquence multipliée par 2pi qui nous donne cette valeur, et on voit que c'est directement proportionnel à des valeurs 1 sur R2 fois C. Donc il suffit de choisir une résistance R2 et C et obtenir directement le 2pi fois f0. En pratique, ce qu'on fait, nous voulons limiter la bande fréquentielle dans un diagramme asymptotique d'un signal quelconque qui arrive à une valeur f0 qui nous donnerait oméga 0. Ben, nous savons qu'elle va suivre ce genre d'atténuation, donc elle est multipliée par le gain, et à partir de là, elle va suivre la courbe bleue. Donc nous voyons que l'amplitude de sortie, je vous rappelle que ceci, c'est le module de rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc le module, c'est l'amplitude de sortie divisée par l'amplitude d'entrée qui va être multipliée par un gain proportionnel à la résistance R2 sur R1. Et quand vous commencez à dépasser sur le diagramme asymptotique la valeur oméga 0, eh bien vous allez perdre 20 décibels à chaque décade. Donc chaque multiplication de la pulsation par une valeur de 10, vous allez perdre 20 décibels. Et vous le voyez par cette relation, et cette courbe le décrit, et on appelle ce genre de filtre passe bas, parce que les fréquences basses sont multipliées par un gain et les fréquences élevées sont atténuées selon la pente que nous observons ici.